L'œuvre que vous allez entendre est autobiographique et se déroule à la fin des années 1920 jusqu'au début des années 1930. Elle a pour but de présenter les milieux précaires de ces époques-là dans 2 des plus grandes villes d'Europe. Aussi, vous entendrez certains passages où des personnages font preuve de racisme, d'antisémitisme et de sexisme qui peuvent choquer. Bonne écoute. Dans la dèche, à Paris et à Londres. George Orwell. Un peu auparavant, Boris m'avait communiqué son adresse, rue du Marché des Blancs-Manteaux. Tout ce qu'il me disait dans sa lettre, c'est que les affaires ne marchaient pas trop mal. J'en avais déduit qu'il avait retrouvé sa place à l'hôtel Scribe et ses 100 francs de pourboire quotidien. Gonflé d'espoir, je me traitais mentalement d'imbécile pour ne pas avoir eu plus tôt l'idée de recourir à Boris. Je me voyais déjà dans un coquet restaurant, entouré de joyeux cuisiniers chantant des chansons d'amour tout en cassant des œufs dans une poêle, et surtout 5 véritables repas par jour. Anticipant sur le pactole qui m'attendait, j'allais même jusqu'à investir 2,50 francs dans l'achat d'un paquet de gauloises bleues. De bon matin, je pris donc le chemin de la rue du Marché des Blancs-Manteaux. J'eus un mouvement de recul en découvrant une ruelle lépreuse, aussi sordide que celle où j'habitais. L'hôtel de Boris était le plus crasseux de toute la rue. L'entrée mal éclairée laissait sourdre une odeur âcre, écœurante, mélange d'eau grasse et de potage synthétique. Du bouillon zip à 25 centimes la tablette. Une soudaine inquiétude m'envahit. Pour avaler du bouillon zip, il faut être à 2 doigts de mourir de faim. Ou peu s'en faut. Pouvait-on réellement vivre dans un tel taudis en gagnant 100 francs par jour ? Le patron, assis derrière son bureau, l'air morose, me dit que le russe était dans sa chambre sous les toits. Je gravis 6 étages d'un escalier étroit et tortueux, assailli par une odeur de bouillon zip de plus en plus agressive. Arrivé devant la porte de Boris, je frappais. N'entendant pas de réponse, je tournai la poignée et entrai. La chambre était en fait une mansarde de 3 mètres sur 3, éclairée par un simple vasistas. Le mobilier se réduisait à un étroit lit de fer, une chaise et une table de toilette bancale. Au-dessus du lit, une patiente procession de punaises décrivait un long trajet en S sur le mur. Boris dormait, tout nu, couvert d'un drap crasseux épousant le contour d'une impressionnante bedaine. Son torse était constellé de morsures d'insectes. Au moment où je pénétrais dans la pièce, il s'éveilla, se frotta les yeux et gémit doucement. « Oh, nom de Dieu !» s'exclama-t-il. « Oh, nom de Dieu, mes reins ! Fichtre, j'ai les reins brisés, c'est sûr !»« Qu'est-ce que tu as ?» m'écriai-je. « Les reins brisés, voilà tout. J'ai passé la nuit sur le plancher. Oh, nom de Dieu, tu savais ce que ça fait mal !»« Mon cher Boris, es-tu malade ?»« Pas malade, affamé. Oui, je vais crever de faim si ça continue. En plus de dormir par terre toutes les nuits, ça fait des semaines que je vis avec 2 francs par jour. C'est effroyable. Tu me trouves en un bien mauvais moment, mon ami. » Il me parut superflu de lui demander s'il avait toujours sa place à l'hôtel Scribe. Je redescendis les marches 4 à 4 et allai acheter un pain. Dès que je fus de retour, Boris se jeta dessus et en dévora la moitié. Puis, se sentant un peu mieux, il s'assit dans son lit et me fit le récit de ses malheurs. En sortant de l'hôpital, il n'avait pas trouvé de travail, à cause de sa jambe qui continuait à faire des siennes. Il avait épuisé son argent, mis au clou tout ce qu'il possédait, et était resté plusieurs jours durant sans manger. Il avait dormi 1 semaine sous le pont d'Austerlitz, entre des barriques de vin vides. Depuis 15 jours, il partageait cette chambre avec un juif qui travaillait comme mécanicien. Au terme d'explications passablement embrouillées, je compris que le juif devait 300 francs à Boris et qu'il le remboursait en le laissant dormir par terre la nuit et en lui allouant 2 francs par jour pour sa nourriture. 2 francs, c'est de quoi acheter un bol de café et 3 petits pains. Le juif partait au travail à 7h du matin et Boris pouvait alors quitter sa place de la nuit, juste au-dessous du vasistas, qui laissait passer la pluie, et prendre possession du lit. Ce n'était pas non plus l'endroit rêvé pour trouver le sommeil, à cause des punaises, mais au moins pouvait-il reposer son dos. J'avais été assez ébranlé en retrouvant Boris et en découvrant qu'il était encore plus mal loti que moi. Je lui expliquai qu'il ne me restait qu'une 60aine de francs et que je devais absolument trouver du travail au plus tôt.
Boris avait entre-temps fini le pain, et c'est tout régaillardi qu'il s'exclama « Mais bon sang, qu'est-ce qui te tracasse dans tout ça ? 60 francs, c'est la fortune ! Passe-moi s'il te plaît cette chaussure, mon ami, que j'ai grabouillé quelques-unes de ces bestioles si j'en vois passer à ma portée. » Crois-tu vraiment que j'ai des chances de trouver du travail ? Des chances ? Toutes les chances ! Simple comme bonjour. En fait, j'ai déjà quelque chose en vue. Il y a un nouveau restaurant russe qui va ouvrir dans quelques jours rue du Commerce, et c'est une chose bien entendu que j'y travaillerai comme maître d'hôtel. Rien de plus facile que de t'avoir une place aux cuisines. 500 francs par mois et nourri, plus des pourboires avec un peu de veine. Mais d'ici là, il va bientôt falloir que je paye mon hôtel. Oh, on trouvera bien quelque chose. J'ai encore quelques cartes en réserve dans la manche. Il y a par exemple des gens qui me doivent de l'argent. Des tas de gens à Paris. Un ou l'autre finira bien par casquer. Et pense à toutes les femmes que j'ai eues pour maîtresse. Une femme n'oublie pas ce genre de choses, tu sais. Il suffirait que je demande pour qu'elle me dépanne. D'un autre côté, le juif m'a dit qu'il comptait barboter quelques magnétos dans le garage où il travaille, et il nous donnera 5 francs par jour pour les nettoyer avant de les revendre. Rien qu'avec ça, on peut tenir. Ne te fais pas de soucis, mon ami. L'argent, c'est ce qu'il y a de plus facile à se procurer. Bon, alors sortons d'ici et tâchons de trouver du travail. Rien de presse, mon ami. Ne t'inquiète pas, nous ne mourrons pas de faim. Ce sont les fortunes de la guerre. Je traversais de bien plus sales passes. L'essentiel est de tenir bon et de ne pas se décourager. Pense à la maxime de Foch. Attaquer, attaquer, attaquer. Il était midi quand Boris se décida à se lever. Sa garde-robe se réduisait désormais à un complet. Une chemise, un faux col et une cravate. Une paire de chaussures éculées et une paire de chaussettes toutes trouées. Plus un par-dessus destiné à ne prendre le chemin du mont-de-Piété qu'à la toute dernière extrémité. Boris possédait encore une valise, un misérable bagage en carton bouilli valant au plus une 20aine de francs. Mais ce qui faisait sa valeur, c'est que le patron de l'hôtel la croyait bourrée de vêtements. Sans quoi, il aurait déjà flanqué Boris à la porte. En réalité, la valise abritait des médailles, des photographies, divers menus objets et d'épaisses liasses de lettres d'amour. Malgré tout, Boris parvenait à conserver une apparence assez soignée. Il se rasa sans savon avec une lame qui avait bien fait 2 mois d'usage, noua sa cravate de manière à masquer les trous et tapissa soigneusement l'intérieur de ses chaussures avec du papier journal. Enfin, une fois habillé, il prit un encrier et se noircit les chevilles aux endroits où la peau apparaissait derrière les trous des chaussettes. Au terme de tout ce travail, on n'aurait jamais cru avoir devant soi un homme qui, il y a seulement quelques semaines, dormait sous les ponts de la Seine. Nous nous rendîmes dans un petit café non loin de la rue de Rivoli. Rendez-vous bien connu des gérants et employés d'hôtel. Au fond s'ouvrait une arrière-salle mal éclairée, sorte d'antre obscur où l'on rencontrait un échantillonnage complet de la gente hôtelière. Des garçons jeunes et fringants, d'autres beaucoup moins fringants et ne mangeant visiblement pas tous les jours à leur faim. Des cuisiniers gras et roses, des plongeurs à la mine graisseuse, des femmes de ménage décaties. Chacun avait devant soi un verre de café noir auquel il se gardait bien de toucher. Car l'endroit était en fait un bureau d'embauche et l'argent des consommations représentait la commission du patron. De temps en temps, un homme corpulent entrait, l'air important. Glissait quelques mots au barman et celui-ci faisait signe à l'une des personnes qui patientaient dans l'arrière-salle. Mais ni Boris ni moi ne fûmes appelés de sorte que nous partîmes au bout de 2 heures de vaine attente. L'usage interdisant de rester plus longtemps attablé devant sa consommation. Nous apprîmes par la suite, mais trop tard, que tout le truc consistait à glisser la pièce au barman. Celui qui avait 20 francs à dépenser à cet effet était pratiquement assuré d'obtenir une place. De là, nous prîmes le chemin de l'hôtel Scribe et restâmes 1 heure à battre la semelle sur le trottoir, dans l'espoir que le gérant se montrerait. Mais notre attente fut encore déçue et nous nous traînâmes jusqu'à la rue du Commerce pour nous entendre dire que le restaurant était fermé. On était en train de refaire les décorations. Et que le patron n'était pas là. Nous avions parcouru 14 kilomètres à travers les rues de Paris et nous nous trouvions dans un tel état d'épuisement que nous dûmes sacrifier 1,50 franc pour rentrer chez moi par le métro. Avec sa jambe malade, Boris avait énormément de difficultés à marcher et son optimisme n'avait cessé de baisser à mesure que la journée s'avançait. En sortant du métro, place d'Italie, il était littéralement effondré. Il commença à expliquer que ce n'était pas la peine de continuer à chercher du travail, que seul le crime payait. Mieux vaut voler que crever de faim, mon ami. J'y ai bien souvent pensé. Un gros Américain aux poches bourrées de billets, un coin sombre du côté de Montparnasse, un pavé dans une chaussette et boum sur la tête. Plus qu'à lui faire les poches et déguerpir. C'est faisable, hein ? T'inquiète pas, je me déballonnerai pas. Souviens-toi que j'ai été soldat. Il finit toutefois par renoncer à ce projet, étant donné que nous étions tous deux étrangers, facile à repérer.
Avant de retrouver ma chambre, je dépensais encore 1,50 franc en pain et chocolat. Boris engloutit sa part et aussitôt reprit comme par magie du poil de la bête. La nourriture semblait agir sur son organisme avec la rapidité d'un cocktail. Il s'arma d'un crayon et entreprit de dresser la liste des gens susceptibles de nous procurer du travail. À l'en croire, ils se comptaient par dizaines. « Demain, nous serons tirés d'affaire, mon ami. Je le sens. Il y a quelque chose en moi qui me le dit. La chance finit toujours par tourner. En outre, nous avons tous les deux quelque chose dans la tête. Et un homme qui a quelque chose dans la tête ne meurt jamais de faim. La cervelle, tout est là. Avec de la cervelle, on transforme n'importe quoi en espèce sonnante. J'ai eu un ami, un Polonais, qui pour ça était un véritable génie. Devine un peu comment il s'y prenait. Je vais te dire. Il achetait une bague en or et la mettait en gage pour 15 francs. Ensuite, c'est comment ces sagouins expédient leur travail. Là où le commis avait écrit « en or », il ajoutait « et diamant » et transformait les 15 francs en 15 000 francs. Astucieux, hein? Après, il trouvait toujours à emprunter 1000 francs sur la foi de sa reconnaissance. Voilà ce que j'appelle avoir de la cervelle. Durant tout le reste de la soirée, Boris se montra plein d'optimisme et ne cessa de me parler du bon temps que nous nous donnerions une fois engagés comme garçons d'hôtel à Nice ou à Biarritz, nous prélassant dans de belles chambres et disposant d'assez d'argent pour nous payer des maîtresses. Comme il était trop fatigué pour refaire à pied les 3 kilomètres qui le séparaient de son hôtel, il passa la nuit dans ma chambre, allongé sur le plancher, avec ses souliers roulés dans son veston en guise d'oreiller. La journée suivante se solda par un nouveau fiasco pour ce qui est de trouver du travail. Les 3 semaines devaient encore s'écouler avant que la chance ne se décide à tourner. Grâce à mes 200 francs, j'étais libéré de la hantise du loyer. Mais quant au reste, les choses allaient aussi mal que possible. Jour après jour, nous arpentions les trottoirs de Paris, affamés, moroses, nous traînant à 3 km à l'heure au milieu des passants sans jamais rien trouver. Nous passions des heures à faire le pied de grue devant les entrées de service des hôtels, et quand le gérant paraissait, nous l'abordions humblement, la casquette à la main, pour nous heurter sempiternellement à la même réponse. On ne voulait pas d'un éclopé ni d'un homme sans expérience du métier. Un jour, nous fûmes à 2 doigts de réussir. Face au gérant, Boris se tenait très droit, sans prendre appui sur sa canne, de manière à ce que rien ne puisse trahir son handicap. « Oui, fit le gérant, on aurait besoin de 2 aides cavistes. Vous ferez peut-être l'affaire. » Mais au premier mouvement que fit Boris, tous nos espoirs tombèrent à l'eau. « Ah, vous boitez. Malheureusement, je suis au regret. » Nous nous fîmes inscrire dans des bureaux de placement. Répondîmes à des annonces, mais contraints comme nous l'étions de nous déplacer à pied, nous trouvions régulièrement la place prise. Il y a tout juste une demi-heure. Une fois, nous faillîmes bien nous faire embaucher pour nettoyer des wagons de marchandises, mais à la dernière minute, on nous préféra des Français. Une autre fois, nous répondîmes à une annonce passée par un cirque qui demandait des garçons de piste. Il s'agissait de charrier des bancs, de changer la litière des chevaux et pendant la représentation, de rester debout, un pied sur un tonneau et l'autre sur un deuxième tonneau pour laisser un lion bondir entre vos jambes. Quand nous arrivâmes sur les lieux avec une bonne heure d'avance sur le moment indiqué, il y avait déjà une 50aine de candidats qui attendaient leur tour. Les lions, apparemment, font toujours recette. Un jour, une agence à laquelle je m'étais adressé plusieurs mois auparavant m'expédia un petit bleu pour m'informer qu'un gentleman italien désirait prendre des leçons d'anglais. Le texte disait « Passez immédiatement » et promettait une rémunération de 20 francs par heure. Boris et moi fûmes littéralement catastrophés. Une occasion mirifique se présentait et je ne pouvais pas la saisir car il était hors de question de me présenter à l'agence avec mon veston troué au coude. Puis il nous vint à l'esprit que je pouvais mettre celui de Boris. Il n'était pas assorti au pantalon, mais ce dernier était coupé dans une étoffe grise qui pouvait à la rigueur passer pour de la flanelle. Le veston était toutefois beaucoup trop grand pour moi, au point que je devais le porter déboutonné, en gardant une main dans la poche. Je ne perdis pas une minute de plus et dépensai 75 centimes d'autobus pour me rendre à l'agence. Une fois là, on m'apprit que l'Italien s'était ravisé et avait quitté Paris. Un autre jour, Boris me suggéra d'aller aux Halles et d'essayer de me faire embaucher comme porteur. J'arrivais sur le carreau à 4h30 du matin, alors que l'on commençait à s'affairer de toutes parts. Avisant un petit homme bedonnant, coiffé d'un chapeau melon qui donnait des instructions à une équipe de porteurs, je m'approchai et lui demandai s'il avait du travail pour moi. Avant de prononcer le moindre mot, il me prit la main droite et en palpa la paume. « T'es costaud, hein ?» me dit-il. « Très, répondis-je, en mentant effrontément. « Bien.
Va donc soulever ce panier pour voir ?» C'était un énorme panier d'osier rempli de pommes de terre. Je le saisis à plein bras et je m'aperçus que, sans même parler de le soulever, j'étais incapable de le faire bouger d'un pouce. L'homme au chapeau melon qui me regardait faire haussa les épaules et tourna les talons. Je partis sans insister. Après avoir fait quelques pas, je me retournai et vis 4 hommes en train de soulever le panier pour le charger sur un camion. Ils devaient bien accuser 150 kilos sur la balance. L'homme au melon avait tout de suite compris que je n'étais pas fait pour ce métier et saisit ce prétexte pour m'envoyer paître. Parfois, dans ces moments d'optimisme, Boris achetait un timbre à 50 centimes et écrivait à une de ses anciennes maîtresses pour lui demander de l'argent. Une seule d'entre elles répondit. Une femme qui, en plus d'avoir été la maîtresse de Boris, lui devait 200 francs. Quand Boris aperçut la lettre et reconnut l'écriture sur l'enveloppe, il ne se tint plus de joie. Nous la prîmes et filâmes nous réfugier dans sa chambre pour la lire, comme 2 enfants qui viennent de chipper un sac de bonbons. Boris lut la lettre, puis me la tendit sans mot dire. Le texte en était le suivant. « Mon petit loup adoré, tu ne peux savoir avec quelle joie j'ai ouvert ta délicieuse lettre qui m'a rappelé le temps béni de notre amour et a ranimé sur mes lèvres la saveur de tes baisers passionnés. De tels souvenirs sont de ceux que l'on garde éternellement dans son cœur, comme le parfum d'une fleur depuis longtemps fanée. Pour ce qui est des 200 francs, il m'est, hélas, impossible de faire le moindre geste en ta faveur. Tu ne sauras jamais combien je suis peiné de te savoir dans l'embarras. Mais que veux-tu? Dans cette vallée de larmes qu'est la vie, chacun a sa part de misère et je n'ai pas été plus que les autres épargnés. Ma jeune sœur a été très malade, la pauvre chérie, ce qu'elle a pu souffrir, et nous devons encore je ne sais plus combien au docteur. Tout notre argent y a passé et je t'assure que nous ne sommes vraiment pas à la noce en ce moment. Courage, mon petit loup, courage. Souviens-toi que les mauvais jours ne durent pas éternellement et que les maux qui nous paraissent aujourd'hui si effroyables ne seront plus un jour qu'un lointain souvenir. Sois certain, mon amour, d'avoir toujours une place dans mon cœur et accepte les plus sincères baisers de celle qui n'a jamais cessé de t'aimer, ton Yvonne. » Cette lettre éprouva si vivement Boris qu'il alla se mettre au lit et ne voulut plus entendre parler de chercher du travail ce jour-là. Mes 60 francs durèrent une quinzaine de jours. J'avais depuis longtemps cessé de faire semblant d'aller au restaurant. Nous prenions nos repas dans ma chambre, l'un s'asseyant sur le lit, l'autre sur l'unique chaise. Boris apportait ses 2 francs quotidiens, j'en mettais de mon côté 3 ou 4. Nous achetions du pain, des pommes de terre, du lait et du fromage, et nous faisions de la soupe sur ma lampe à alcool. Chaque jour donnait lieu à un assaut de politesse pour savoir qui aurait le bol et qui la casserole, cette dernière ayant la plus grande contenance. Et chaque jour, tandis que j'enrageais en silence, Boris cédait le premier et héritait de la casserole. Quelquefois, il nous restait du pain pour le soir, mais pas toujours. Notre linge commençait à devenir dégoûtant et cela faisait 3 semaines que je n'avais pas pris un bain. Le tabac seul rendait la situation encore supportable. Nous n'en manquions pas car, quelque temps auparavant, Boris avait fait la connaissance d'un soldat. À l'armée, le tabac est gratuit pour la troupe, qui lui avait cédé 20 ou 30 paquets à 50 centimes pièce. Cette vie était, tout compte fait, beaucoup plus éprouvante pour Boris que pour moi. Les journées de marche à travers Paris et les nuits passées à la dure, allongées sur le plancher, n'étaient guère faites pour arranger l'état de ses vertèbres et de sa jambe malade. En outre, son robuste appétit de Russe avivait en lui les tourments de la faim, bien que cela ne parût pas le faire maigrir. Il conservait toutefois une étonnante alacrité et des réserves d'espoir apparemment inépuisables. Ainsi, il assurait très sérieusement qu'il avait un saint patron qui le protégeait et, aux heures les plus sombres, scrutait consciencieusement le ruisseau dans l'espoir d'y trouver une pièce de 40 sous que, selon lui, le saint patron en question ne devait pas manquer d'y jeter. Un jour, nous étions à nous traîner rue Royale, à cause d'un restaurant russe installé non loin qui, pensait Boris, devait avoir du travail à nous fournir. Et voilà que sans crier gare, Boris se met en tête d'aller à la Madeleine brûler un cierge à 50 centimes en l'honneur de son saint patron. La chose faite, il me dit qu'on n'est jamais trop prudent avec ces gens-là et enflamma solennellement un timbre à 50 centimes, gage de sa dévotion aux dieux immortels. Il faut croire que les dieux et les saints ne font pas très bon ménage car la place que nous convoitions nous passa sous le nez. Certains jours, Boris paraissait avoir touché le fond. Il restait avachi dans son lit, refoulant les sanglots qui lui montaient à la gorge pour vouer aux 100 000 diables le juif dont il partageait la chambre.
Depuis quelque temps, ce juif se faisait prier pour verser les 2 francs quotidiens et, pire, affichait un air protecteur de plus en plus intolérable. À en croire Boris, un Anglais comme moi ne pouvait pas concevoir le supplice que cela représentait pour un Russe de bonne famille de se trouver à la merci d'un Juif. Un Juif, mon ami, un véritable Juif, et qui n'a même pas la pudeur de se voiler la face. Quand je pense que moi, ancien capitaine du Tsar, t'ai-je dit, mon ami, que j'étais capitaine au 2e tirailleur sibérien ? Oui, capitaine, et mon père était colonel, et voilà où j'en suis, à manger le pain d'un Juif, un Juif. Je vais te dire comment sont les Juifs. Un jour, c'était dans les premiers mois de la guerre, nous étions en campagne, nous nous arrêtons dans un village pour y passer la nuit. Un Juif horrible, un vieux Juif avec une barbe rousse de Judas Iscariote, arrive à se faufiler jusqu'à mon cantonnement. Je lui demande ce qu'il veut. « Excellence, me dit-il, je vous ai amené une jeune fille, une très belle jeune fille, pas plus de 17 ans. »« Merci, je lui réponds, je n'ai pas envie d'attraper des maladies. »« Des maladies ?» s'écrie le Juif. « Mais monsieur le capitaine, vous n'avez aucune crainte à avoir, c'est ma propre fille. » Voilà le caractère juif. T'ai-je déjà dit, mon ami, que dans l'armée du Tsar, il était très mal vu de cracher sur un Juif ? Car l'on considérait que la salive d'un officier russe était chose trop précieuse pour être gaspillée sur cette race, et etc. Quand il était dans cette humeur-là, Boris se déclarait trop malade pour sortir chercher du travail. Il restait jusqu'au soir dans ses draps grisâtres, envahi par la vermine, à fumer et à lire de vieux journaux. Parfois, nous jouions aux échecs. Faute d'échiquier, nous marquions les coups sur une feuille de papier. Par la suite, nous en vînmes à fabriquer un plateau avec un côté de caisse et des pions et des figures à l'aide de vieux boutons, pièces de monnaie belges, etc. Comme beaucoup de Russes, Boris avait la passion des échecs. Il répétait à satiété que les règles du jeu d'échecs sont les mêmes que celles qui régissent l'amour et la guerre, et que si l'on est capable de gagner dans le premier cas, on gagnera aussi dans les autres. Mais il disait aussi que, face à un échiquier, on ne se sent jamais le ventre creux. Ce qui était peut-être vrai pour lui, mais pas pour moi.